En mars 2006, une équipe scientifique franco-belge, spécialiste des insectes sociaux, décide de s'immerger en autarcie complète dans la plus grande réserve naturelle de Guyane française. Leur mission consiste à inventorier les espèces de termites et de fourmis présentes dans toutes les strates de la forêt. Alors l'objectif de cette mission consiste à rechercher la diversité des termites et des fourmis depuis la canopée des arbres jusqu'au sol et essayer d'avoir des relations entre termites et fourmis d'un côté et fourmis et plantes de l'autre en ce qui concerne la canopée des arbres. En fait, souvent la cime des arbres dans les forêts tropicales est occupée par des fourmis numériquement dominantes. Et souvent, cette population importante est rendue possible par le fait que ces fourmis exploitent des ressources sucrées provenant directement de la plante ou des homoptères également qu'élèvent les fourmis. Les fourmis, dans ce cas, élèvent des cochenilles qui vont sécréter beaucoup de miel. Alors, il peut y avoir des zones où les fourmis n'ont pas été efficaces et ce miel tombe sur les feuilles. Une des questions que l'on pose, est-ce qu'il n'y a pas de manière systématique ou non, puisqu'on ne sait pas, des espèces que l'on appelle dominantes, c'est-à-dire qui sont capables d'envahir tout l'arbre et probablement de bien le protéger contre des défoliateurs ou contre d'autres fourmis, parce qu'en fait elles font ça parce qu'elles sont territoriales. Alors tu as un bel exemple juste à côté de toi, ici. Donc les fourmis se sont débrouillées pour fabriquer un carton, puisque ce sont des nids à succursales multiples, de cette espèce de fourmi qui est une des Aztecas. Donc le nom vient des Aztèques, du Mexique. Alors ce sont des fourmis qui pour nous sont très gentilles, puisqu'elles mordent à la rigueur, mais elles ne piquent pas, elles n'ont pas d'aiguillon. Alors là, sur cet échantillon de branches, il devait y avoir, au moment où on a descendu la branche tout à l'heure, il devait y avoir quelque chose comme 5000, 6000 fourmis, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont avoir entre 2 et 10 millions d'individus dans l'arbre, et l'arbre est géant quand même. Ça peut protéger un arbre contre beaucoup d'autres insectes. Alors c'est surtout des chenilles, mais c'est également des larves de chrysomèles. Les chrysomèles, ce sont des coléoptères. Bien, alors ici, on a une plante de sous-bois qui fait partie de ce qu'on appelle les myrmécophytes, c'est une plante à fourmis. Alors l'avantage pour la plante, c'est que de cette façon, elle a des fourmis partout et elle est protégée contre les insectes qui pourraient venir manger les feuilles. Alors, en quoi est-ce que c'est une plante à fourmis? Vous voyez, à la base des feuilles, il y a ce qu'on appelle des domaties, c'est des petits renflements ici à la base. Les renflements sont creux et les fourmis vivent à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose de relativement classique, on voit ça chez plusieurs espèces de plantes à fourmis. Mais chez celle-là, il y a quelque chose de supplémentaire. Entre chacune des domaties, on voit une structure un peu étrange, et on se rend compte que c'est quelque chose qui est construit par les fourmis. Il y a des espèces de tunnels qui rejoignent les domaties. On a pensé
que c'était tout simplement un problème de crise du logement. Hein. Bien souvent, les fourmis, elles ont leur nid dans un myrmécophyte, et puis quand il n'y a plus assez de place, elles se mettent à construire. Là, en l'occurrence, ça va au-delà du problème de logement, à savoir qu'on s'est rendu compte que si un insecte se pose par mégarde sur cette structure, immédiatement il est immobilisé. En fait, si on y regarde de plus près, on se rend compte que cette structure est constellée de petits trous et qu'en dessous de ces petits trous, il y a une fourmi qui est en attente. Et dès que l'insecte se pose, il est immédiatement immobilisé et piqué. Donc en fait, cette structure, c'est rien d'autre qu'un piège. C'est un piège collectif. Un piège collectif chez les fourmis, c'était la première fois qu'on observait ça. Donc les fourmis capturent de cette façon des insectes, parfois des insectes de grosse taille. Sur certains pièges bien construits, des insectes qui peuvent faire 1000 fois le poids moyen d'une de ces petites fourmis-là, les petites fourmis Allomerus minuscules, 1000 fois le poids d'une seule fourmi. Donc une façon de capturer des insectes originales qui permet à ces fourmis-là d'être quasiment en autarcie sur cette plante. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est des essais, mettre des petits pièges dans la cime des arbres grâce à la bulle, en espérant que cela récolte les fourmis dominantes. Donc à l'intérieur de ce tube, il y a un appât. C'est un mélange de thon, de miel et de biscuits. En général, les fourmis aiment bien ça. C'est une des méthodes qu'on essaye durant cette mission. Alors cette plante est une Mélastomatacée. Cela se reconnaît à la forme des feuilles. Et il s'agit d'une plante à fourmis, c'est-à-dire d'une plante qui a coévolué avec des fourmis. On pourrait traduire cela par une longue histoire d'amour au cours des millénaires et des millénaires qui nous ont précédés, entre une toute petite fourmi qui s'appelle Pheidole minutula et cette plante qui s'appelle Maieta guianensis. Alors dans ce cas, la petite fourmi protège bien la plante contre ses ennemis herbivores, mais surtout va approvisionner la plante en minéraux, c'est-à-dire que la fourmi, au lieu de rejeter tous ses déchets depuis la plante sur le sol, va stocker entièrement ses déchets dans une petite loge dans laquelle la plante va développer des espèces de racines, ce ne sont pas de vraies racines, et va récupérer les minéraux qui se forment à la suite de la dégradation des déchets. Alors là, j'ai découpé une lucarne dans la poche foliaire. Et à l'intérieur de la poche foliaire, on voit des petites excroissances qui fonctionnent comme des racines. Alors en fait, c'est quand la fourmi a mis ses déchets, c'est ces espèces d'excroissances qui vont permettre de récupérer les minéraux des déchets de fourmis qui se mettent en décomposition. Voilà, alors je suis tombé sur la loge où il y a les déchets. Alors là, on voit les fourmis rentrer et sortir, donc l'hypothèse est qu'elles habitent de ce côté. Je vais essayer de voir. Donc on voit à l'intérieur de la poche foliaire les ouvrières et des larves à différents stades. Les larves les plus vieilles, il y a un point noir à l'intérieur. Ce point noir, ce sont tous les déchets d'aliments de la larve. Elle rejettera ces déchets uniquement au moment de la prénymphose. Je suis hydrobiologiste et ma spécialité ce sont les invertébrés aquatiques, c'est-à-dire essentiellement donc les larves d'insectes, les vers, les mollusques que l'on peut trouver dans l'eau. Je travaille essentiellement sur la faune des petits milieux stagnants, les mares par exemple et toutes les micro-zones humides on va dire qui sont comparables à ces petits milieux. Donc je suis venu à la station des Nouragues sur invitation d'Alain Dejean qui m'a présenté les choses d'une façon assez surprenante. Il m'a dit ici tu pourras échantillonner des mares dans les arbres.
Donc j'ai demandé un petit peu plus de précision et il s'agissait en fait donc d'échantillonner des plantes épiphytes dont la configuration fait qu'elles retiennent de l'eau. Les broméliacées sont des plantes qui poussent soit directement sur le sol, soit sur les arbres, sur les branches des arbres, ou bien sur des souches, sur des racines. Et la configuration des feuilles fait qu'elles constituent des réservoirs d'eau. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le volume d'eau qui va être retenu par ces plantes varie de quelques millilitres, on va dire le fond d'un verre, jusqu'à un demi-litre. C'est dans ce réservoir que nous allons chercher donc de la vie aquatique. Celle-là, elle est belle. On a eu l'idée simplement de venir pomper l'eau qui se trouve dans ces épiphytes à l'aide de grosses seringues pour découvrir quelle était la faune aquatique qui vivait dans ces plantes, dans ces petites mares finalement qui sont dans les arbres. On espère trouver une grande diversité d'invertébrés, mais on pense que cette diversité elle sera fonction de plusieurs paramètres. Elle peut être fonction de la plante réservoir, elle peut être fonction de sa localisation, que ce soit dans la forêt, que ce soit au pied de l'Inselberg, que ce soit sur l'Inselberg lui-même. Et puis elle sera sans doute fonction du volume d'eau qui est retenu par ces plantes. Allez, le suivant. Notre objectif est à la fois d'échantillonner la diversité de fourmis que l'on trouve dans cette zone et aussi de voir la relation qu'il peut y avoir entre la végétation qui se trouve au-dessus et ces fourmis qui vivent en dessous. Est-ce que cette végétation va influencer les espèces que l'on va trouver au niveau du sol? Pour avoir des mesures qui sont comparables entre les différents échantillonnages qu'on va faire, on récolte l'ensemble de la litière dans un carré d'1 mètre de côté qu'on matérialise avec ces piquets. Et toute la litière qui se trouve à l'intérieur de ce carré va être tamisée avec ce tamis qui a des mailles assez grossières qui permettent de faire passer à la fois les insectes et les petits fragments de feuilles et de litière, de sol que l'on va récolter. Alors, on récolte toute la couche de feuilles mortes jusqu'au sol, y compris les branches mortes et on les casse en petits morceaux parce que c'est très souvent dans ces bois morts que se retrouvent beaucoup d'insectes. Et le principe consiste ensuite à tamiser tout ça pour faire tomber les petits fragments et les insectes. Maintenant que la litière de ce mètre carré a été tamisée, on va la récupérer dans un sac. Et ceci sera suspendu dans les pièges au laboratoire. Je t'ai donné celui-là, on n'a pas fait le papier. Donc il y a un premier aspect, je dirais, qui est de connaître et de décrire la biodiversité associée à ces plantes. On pense qu'on la continue celle-là ou... Oui, un petit peu. Le deuxième aspect, il est peut-être un peu plus fondamental pour nous, c'est de dire finalement ces plantes qui retiennent de l'eau sont des petites îles pour la faune aquatique et ces petites îles se distribuent à différentes hauteurs sur les arbres et elles vont se distribuer à différents niveaux de la forêt et du milieu environnant. 29. Donc on peut éventuellement les utiliser
pour faire ce qu'on appelle de la biogéographie, c'est-à-dire étudier la répartition de la faune avec des écosystèmes modèles qui sont très petits, qui sont simplement ces petites mares, ces plantes qui retiennent de l'eau dans les arbres. Ah oui, c'est tout moi en fait, c'est pas exprès. On a échantillonné 3 sites avec à chaque fois 50 échantillons d'1 mètre carré pour avoir une idée à peu près exhaustive de la diversité, notamment en fourmis qui peuvent vivre dans le sol de ces différents sites. Alors, ce qui a été tamisé est récupéré dans un sac qu'on va ensuite transférer dans un autre sac avec des mailles plus grandes. Et ce sac-là va être suspendu là-dedans pendant 48 heures. Et c'est refermé en haut pour que personne ne s'échappe. Et en dessous, il y a un gobelet avec de l'alcool. Et les insectes qui sont dans ce qu'on a tamisé, en bougeant, vont tomber et vont s'accumuler dans le gobelet avec de l'alcool. Donc ça permet d'échantillonner tous les insectes qui vivent dans la litière et qui se déplacent. Tu regardes quel est l'arbre qui te permet d'accéder à 3 ou 4 autres sans que tu aies de difficultés majeures. Si je monte à celui-là, je peux aller fouiller les petits là, je peux fouiller ce grand rouge là. Et quitte après à redescendre et puis à amarrer l'autre sens. Puis avec celle-là, je pourrais aller dans ce gros là-bas. Alors je sais déjà qui tu vas trouver là-haut. Hein. T'as déjà vu les locataires? Alors, mais hier j'avais mis des cochonneries qui les ont attirés. Ils ont trouvé, ils sont venus les chercher. Pour rentabiliser mon temps, pendant que Jean-Pierre prépare l'arbre, je fais les termites et les fourmis qui s'installent à la base des arbres. Là, c'est plein de petits termites. Hein. Parce que là, on voit des soldats. Hein. Les marrons jaunâtres, là, il y a des ouvriers. Vraisemblablement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces qui vivent au pied des arbres que celles qui vivent dans la litière. Il devrait y avoir une différence. On vous le dira dans quelques années. Et il a passé la première série de fourches, il a passé la deuxième série de fourches, il est dans la troisième. Il y a des fourmis qui vivent là. Je les ai vues passer tout à l'heure. Donc elles vivent au milieu des débris des termites. C'est vraisemblablement des prédateurs de termites. Allez. J'utilise des techniques de spéléologue. Je viens de descendre de cet arbre. Je suis sur un descendeur. Maintenant, je vais devoir reprendre de l'altitude pour rejoindre cette branche. Donc j'utilise la technique qu'utilisent les spéléos pour remonter quand ils sont au fond d'un puits. Et la technique se compose de 2 bloqueurs, un bloqueur poignet et un bloqueur ventral.
suis en train de capturer des fourmis particulières qui vivent dans les nids de termites. Là, elles logent dans la zone désaffectée et elles sont prédatrices des termites qui habitent au-dessus. Et à la limite du parasitisme, enfin, c'est des prédateurs très spécialisés, mais comme elles habitent chez leur proie, on pourrait presque parler de parasitisme. Alors, normalement, dans ce genre-là, on ne les attrapait pas à la main. Elle a dû déjà sortir sa sécrétion au moment où je l'ai excitée. Autrement, ils sont une sécrétion blanche d'extrémité du gastre, de l'abdomen si tu veux. Et là, elles sont d'une sous-famille qui a un aiguillon, mais l'aiguillon a évolué et à la place, elle fabrique un produit blanc, mais qui est antitermite. Pour moi, ça fait rien. C'est pour ça que vous me voyez les attraper avec les doigts, sinon vous m'entendriez crier. C'est un produit antitermite qui doit être ultra efficace. Et nous sommes intéressés, Jérôme Rivel a tendance à travailler là-dessus. Sur les venins de fourmis. Ah voilà, une proie de plus pour les fourmis. Donc voilà, il y en a une qui vient. Alors en général, elles attrapent plusieurs termites l'un après l'autre, elles se les gardent entre les mandibules, elles partent avec une brochette de termites. Papillon, si tu arrives à monter dans l'arbre le grand au-dessus de toi, Ouais. tu pouvais avoir une petite branche du bord. Bah, la branche de l'étage le plus bas, si tu veux. Ouais, côté clairière. Du chablis. En surface de canopée. D'accord. Ouais. Alors voilà, moi ma tâche elle consiste à accéder dans les arbres de la canopée, dans un transect choisi, pour arriver à différents étages des arbres, pour pouvoir prélever des branches où se trouve l'habitat des fourmis ou des spécimens des fourmis et de certaines termites. Il va jeter une sable, il va la récupérer comme ça, il sera accroché à la branche au-dessus de lui, il pourra s'y être tranquille. Si tu scies la branche, choisis le bon côté. Je pense que tu as compris que s'il y a des grimpeurs avec nous, c'est qu'ils sont plus acrobatiques que nous. Hein. Ça, c'est du boulot. Alors, je peux pas la tirer, elle est trop grosse pour moi. Voilà. C'est pas qui qu'on dit là, ça pique très fort ça. Alors après, les gens nous voient, c'est vrai que c'est la partie amusante de notre travail. Monter dans les arbres, récolter les fourmis, les mettre dans des tubes, tout est sale, on est dans la boue, etc. C'est plaisant en fait. Après, pour une expédition comme cela où on va passer 12 jours de forêt, on va ramener des milliers d'échantillons. Il va falloir que chaque fourmi soit montée sur une petite lame triangulaire de carton et on va passer des heures et des heures pour comparer la fourmi à des échantillons que l'on a déjà pour arriver à obtenir le niveau de l'espèce. Au niveau du genre, dès le départ, je sais quel genre c'est. Mais pour déterminer l'espèce, il nous faudra presque 3 heures de travail, 2 heures, ça dépend. Pour donner une idée, on aura le résultat en travaillant avec des collègues qui sont spécialisés là-dedans que d'ici 10-12 mois. Attends, parce qu'ici, je sais pas comment on va passer, c'est infernal. Vous vous cachez bien, hein. Vous avez trouvé des choses. Voilà, magnifique hétérothermès.
Ce sont des termites typiques du bois mort. C'est une des espèces les plus communes ici. Oui. On peut passer par là. Ouais. Je t'en prie. Donc ici, je suis en train d'installer un quadrat. Donc l'idée, c'est d'échantillonner sur une surface déterminée pour avoir donc une idée de toutes les espèces de termites qui vivent dans une surface de 5 mètres carrés. Alors la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que depuis quelques années, les écologistes ont décidé de quantifier la biodiversité. Auparavant, on faisait plutôt des collections à vue, en cherchant un petit peu partout dans le milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un soldat blanc. C'est un stade intermédiaire avant le soldat, entre l'ouvrier et le soldat. Le soldat blanc ne fait rien. C'est un stade de transition. Le problème, c'est qu'ensuite, quand on voulait comparer deux localités, ça devenait assez compliqué parce qu'il suffisait qu'un chercheur ait cherché de manière intensive dans un milieu et il avait une liste d'espèces plus importante qu'un autre qui aurait échantillonné pendant un temps plus court ou sur une surface plus petite dans un autre milieu. Donc l'idée, c'est de tout ramener à une base commune, si on veut. Donc on échantillonne une surface déterminée durant un temps déterminé également. Donc ici, on fait un quadrat de 5 mètres carrés qu'on échantillonne pendant une demi-heure. À partir de nos inventaires ici, on va, par des méthodes mathématiques, on parvient à avoir une idée éventuellement de la richesse totale du milieu, même si on n'a qu'un échantillonnage partiel. Juste les racines et l'eau. Bon. C'est un milieu un peu compliqué ici. Fini ? Ouais. Fini. On fait donc un quadrat de 5 mètres carrés tous les 10 mètres le long d'une ligne qu'on appelle un transect. Donc en cumulé, on fait 200 mètres carrés minimum. Ça correspond donc à une surface standardisée qui est utilisée aussi par d'autres chercheurs de par le monde. C'est-à-dire qu'on a fait un transect tout en bas où c'était vraiment la forêt de plaine, et puis ici c'est la forêt de transition. Qui dit transition, dit milieu différent. Il y a des endroits où on a des arbres assez hauts, d'autres endroits où on est vraiment sur le roc et on a quelques plantes basses. Et donc, en procédant de la sorte, on peut comparer la richesse, la diversité d'un milieu par rapport à un autre. Là, ça, ce sont des termites sans soldats, des Anoplotermes. Donc la plupart des termites ont plusieurs castes, enfin ils ont tous plusieurs castes. À partir des œufs, donc il y a des petites larves, il y a donc des ouvriers qui nourrissent la colonie, des soldats qui ont plutôt un rôle de défense, des nymphes. Et donc selon les espèces, on trouve le roi et la reine dans une structure renforcée qui s'appelle la cellule royale. Et donc la reine alors commence à grossir et elle passe toute sa vie à pondre. Et le roi reste auprès d'elle et la féconde de temps en temps. La caméra, c'est un moyen d'avoir quand même des documents. Bon, avant, on récoltait et on avait donc tous les échantillons dans des tubes en alcool, mais parfois on ne notait pas suffisamment dans quel habitat on trouvait les espèces, etc. Donc c'est une façon de se remémorer un petit peu dans quel type de milieu, de micro-habitat on trouve les animaux. Ensuite, c'est intéressant d'éventuellement pouvoir filmer des comportements. Et ça permet aussi d'un petit peu montrer à un public plus large comment vivent ces animaux et essayer de faire aussi un peu partager
notre émerveillement par rapport à cette profusion de formes de vie différentes avec des adaptations tout à fait particulières. Ça, c'est la branche du gros arbre de tout à l'heure. La laisse tomber. Alors là, on trouve dans la canopée quelque chose qui se passe souvent sur des arbres beaucoup plus bas, lisières. Il y a une association de deux espèces de fourmis. La petite est une Crématogaster et la grosse est un Camponotus. Elles sont de deux sous-familles différentes. Elles sont très éloignées les unes des autres au point de vue histoire de fourmis. Alors, ce qu'elles font, c'est des nids en carton communs, mais elles n'habitent pas dans la même loge. Elles ont des loges séparées. Et dans ce nid en carton, elles vont planter des graines d'épiphytes et plus tard, ça donne des jardins de fourmis. Alors, les fourmis habitent dans le réseau racinaire des plantes épiphytes qu'elles ont plantées, qu'elles ont introduites sur l'arbre. Donc là, vous avez un exemple tout à fait typique où vous voyez que les fourmis sont dans une étape où le jardin est déjà construit. Donc ici, on voit un anthurion, c'est une aracée. Ça s'appelle du Codonanthe. Et c'est comme tout à l'heure, c'est deux espèces de fourmis qui vivent ensemble, une petite Crématogaster et un Camponotus. Donc on est en train de les retrouver sur des arbres différents et qui sont contigus, c'est-à-dire que la même colonie va avoir plusieurs succursales de ce type et va passer d'un arbre à l'autre à travers les lianes de la canopée. Ouais, c'est une dolichodérine. Ah super, il y a l'entrée là du nid. Ils ont réaménagé tout ça. C'est une petite entrée en carton. C'est joli, hein. Et ça sent bon. Ah ouais. Non, ça sent la dolichodérine, c'est toujours des odeurs chimiques. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même quelques plantes qui partent, qui germent. Jardin de nouveau type. Puisqu'il y a des graines qui germent, comme sur un jardin de fourmis. Et si elles les laissent germer, c'est que elles ont une utilité. Que ça peut être intéressant. Donc j'ai jamais vu cette fourmi faire ce genre de choses. Donc je sais pas ce que c'est. Tu qu'on prélève. Bah qu'on peut revenir le prélever. On va revenir. Je vais revenir. Ouais. Jardin de nouveau type. Joli, joli. Il faut quand même que je montre ça là. On fait de l'écologie de fourmis comme M. Jourdain faisait de la prose. En fait, nous sommes plutôt des gens qui faisons de l'expérimentation. Là, on fait des relevés, ça nous donne une idée générale. On va publier ça, si tout marche bien, dans des revues d'écologie. Mais l'objectif est de réunir un faisceau d'arguments qui nous permettent de faire des sujets sur telle espèce de fourmi ou telle autre qui pourrait avoir une applicabilité. C'est un néologisme, mais applicabilité, c'est-à-dire que si on a une corrélation étroite entre une espèce de fourmi et une sterculiacée, par exemple, eh bien, on pourra dire que cette espèce de fourmi pourra être utilisée pour protéger le cacaoyer, qui est une sterculiacée également, par exemple. Donc à ce moment-là, avec les cacaoyers, on rétablit une canopée qui, au lieu d'être à 30 mètres de haut, va se trouver à 3 mètres à peu près. Et on va avoir une mosaïque de fourmis censée protéger le cacaoyer. Mais ce phénomène n'existe pas
un climat tempéré, de sorte que l'utilisation de fourmis qui habitent sous les feuilles ou qui font des nids en carton dans les arbres, etc., n'est pas dans les usages européens. De sorte que ce type de lutte biologique n'est pas dans nos mentalités et c'est peut-être pour ça que pour le moment on ne l'utilise pas beaucoup. Alors peut-être que nos arrière-petits-enfants utiliseront la protection biotique. Mais jusqu'à maintenant, ça se fait relativement peu. On a tous les arguments pour le faire, dans plusieurs cas, mais ça ne se pratique pas. Ou bien on fait rien, ou bien on utilise des produits chimiques. Là, je filme un ailé, donc, qui est issu de la lignée sexuée. Donc, c'est une nymphe dont les ailes ont grandi. Et alors, à un moment particulier, ces ailés sortent de leur colonie pour en créer une autre. Donc, la femelle se pose quelque part, attire le mâle avec des phéromones, donc des substances chimiques odorantes qui attirent le mâle. Et alors, donc, ils s'apparient, ils perdent leurs ailes et ils trouvent un endroit favorable pour créer une nouvelle colonie. Donc, ils s'accouplent, la femelle pond quelques œufs et alors la colonie démarre ainsi. On en prend quelques-uns juste pour l'identification. D'accord. Ouais, mais avec les ouvriers, c'est bien pour le tube digestif, hein, quand même. Ouais. Les mandibules. Et donc les sexueux sont pourvus d'yeux, tandis que tout le reste de la colonie, donc les ouvriers et les soldats, sont totalement aveugles. Ils n'ont aucune utilité d'avoir des yeux puisqu'ils vivent en permanence soit dans le nid, soit dans des galeries. La plupart des termites vivent donc à l'abri finalement. Donc là, il y a un morceau de feuille d'Irtella, qui est une plante myrmécophile qu'on trouve dans le sous-bois de la forêt, qui est associée à des fourmis particulières, parce qu'elles font un piège pour capturer des proies. Et dans cette feuille, il y a une reine de ces fourmis qui a pondu déjà plusieurs œufs qui ont donné des nymphes. Donc cette plante fournit à la fois le logement à la fourmi à l'intérieur de la poche foliaire, mais aussi de la nourriture, parce qu'il y a des glandes à nectar qui permettent à la reine d'obtenir la nourriture en quantité suffisante pour nourrir la première génération de larves. En échange, les ouvrières que produiront la reine vont protéger la plante contre les herbivores. Donc, comme c'est une association très spécifique entre la plante et la fourmi, j'essaye de récolter des reines fondatrices afin de permettre aux étudiants qui sont à Toulouse d'essayer de voir si la plante ne produirait pas des composés attractifs qui attireraient la reine de fourmi vers sa plante. C'est chaud là, c'est chaud là, c'est chaud là. C'est pour qui tout ça? Niet mango, oguriec, olgemoy. Alors du poisson provençal avec des pommes de terre et des épinards. Spinach. Genau, genau.
ici, au niveau de l'Inselberg, sur le secteur de la réserve des Nouragues, on est sur le point le plus haut. Donc ce sera le point le plus haut de notre gradient de station. Alors on a donc une station à épiphyte à Broméliacées qui se situe ici, une deuxième qui se situe sur le plateau au pied de l'Inselberg, une troisième dans la forêt de transition, donc sous le plateau, et une quatrième encore plus bas qui se situe au niveau de la crique, au niveau de la rivière tout en bas. Donc on a 4 points où on échantillonne des épiphytes comme ça selon un gradient altitudinal. C'est marrant, j'ai l'impression de tout ce qu'on a vu depuis en bas que plus on monte, plus oui, c'est vrai. Hein, plus on trouve c'est étonnant. Plus on trouve d'espèces. Alors, juste une impression comme ça aux observations, on aurait pu penser que dans la forêt, on aurait eu beaucoup plus de larves, d'insectes, beaucoup plus d'espèces à l'intérieur de ces broméliacées. Et là, on a l'impression finalement que plus on monte en altitude, plus on s'est élevé vers l'Inselberg, donc plus on trouve d'espèces à l'intérieur de nos prélèvements et plus on trouve de grosses espèces. Oui. Ouais. Une larve de moustique, ça. C'est comme une larve de moustique, mais en très gros. Ouais. Donc ça, c'est déjà une première surprise. Mais elle n'est pas toute seule en plus. Je comprends. Parce qu'on aurait pu penser effectivement que dans la forêt, avec tous les apports de matière organique, ces petits milieux aquatiques seraient beaucoup plus riches. Et donc il y aurait plus de nourriture et donc plus d'espèces, et apparemment ça n'est pas le cas. Voilà, apparemment donc, dans celle-là, il y a des larves de moustiques. Beaucoup de petites larves de diptères qui sont vraiment très petites, il faudra voir à la binoculaire. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver autre chose que des insectes. Parce que les insectes, ils peuvent venir en volant, mais ceux qui doivent venir en se faisant transporter ou à pattes, si je puis dire, là c'est un autre problème. Mais tout ça, encore une fois, est un sentiment que l'on a à l'observation des prélèvements de terrain. Mais souvent, on a comme ça des intuitions qui peuvent se confirmer par la suite. Est-ce qu'elle a sa larve de moustique réglementaire? Bon, ça va. On veut également savoir quel est le volume d'eau qui est retenu par les différentes espèces de broméliacées et savoir s'il y a une relation entre ce volume d'eau et la quantité d'espèces qui va être hébergée par les plantes. De la même façon, on va garder la matière organique détritique qui est retenue dans ces plantes pour savoir là aussi s'il y a une relation entre les détritus qui sont retenus, c'est-à-dire toutes les petites feuilles en décomposition, les insectes morts en décomposition, les bouts de bois morts, etc. et la quantité d'espèces qui va être hébergée par ces plantes. Voilà. C'est très joli. Mais il faudra prendre des photos et probablement amener une inflorescence au laboratoire pour confirmer le nom de l'espèce. Bon, on est revenu maintenant. Comme hier, une chose. Regarde ça. Essayez de s'organiser pour ne pas faire de bêtises. Allez, 26. 28. 38. Là, ils ont séché 48 heures. Donc les insectes se sont promenés dans le filet qui est suspendu à l'intérieur du piège. Certains, la majorité sont sortis et sont tombés dans le gobelet où il y avait de l'alcool. Donc maintenant, on va récupérer tout ce qui a été collecté et le mettre dans des tubes pour l'identifier après. En tout, pour le moment, on a fait plus de 100 échantillons. Et on compte en faire à peu près 180. Il nous en reste une cinquantaine. Le tout sur 4 sites différents pour voir un peu la diversité des fourmis dans chacun des sites, ce qui au total fera beaucoup d'échantillons.
Donc là, on va commencer à faire les courbes de mathématiques et les courbes de statistiques et voir si notre effort d'échantillonnage a été bien ou pas bien. S'il a été bien, nous sommes très contents. S'il n'a pas été bien, nous serons bien obligés de dire qu'il aurait fallu faire un effort plus important encore. Donc avoir un peu plus de sous, etc., etc. Rester plus longtemps avec plus d'argent, plus de moyens. Très souvent, on y arrive quand même. Alors comme on pouvait s'y attendre, la faune aquatique qui vit dans ces broméliacées est assez caractéristique des petits milieux temporaires, avec essentiellement des larves de diptères, mouches, moucherons, moustiques, thans également, et puis des larves d'odonates, de libellules. On n'avait par contre aucun a priori sur la distribution probable de cette faune depuis les niveaux les plus bas que l'on a échantillonnés, c'est-à-dire au niveau de la crique, jusqu'aux niveaux les plus hauts, c'est-à-dire au sommet de l'Inselberg. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra analyser et puis qu'il faudra essayer d'expliquer. Alors, à l'issue de cette semaine de terrain, on a récolté quelque chose comme 220 échantillons qu'il va falloir maintenant analyser, il va falloir identifier toutes ces espèces et ça représente quelque chose comme une année de travail de laboratoire pour donner un nom d'espèce très précis à chacun de ces invertébrés. Bon, nous sommes le lundi 3 avril. C'est l'absolue fin de la mission. L'hélicoptère va venir nous chercher dans quelques minutes ou quelques heures. Le bilan de cette mission a été positif parce que nous avons eu quand même une certaine chance, en ce sens que nous n'avons pas eu de pluie. Alors, il est bien évident que je ne peux pas donner de résultats actuellement puisque tous les échantillons sont emballés, vont monter dans un hélicoptère avec nous et de là vont être analysés les uns en Belgique en ce qui concerne les termites. Et les fourmis vont être analysées à Kourou avec des collègues brésiliens. Et un complément sera effectué au Brésil directement pour pouvoir comparer les échantillons les plus difficiles à identifier avec des spécimens qui sont déjà en collection. Les résultats finaux ne seront obtenus que d'ici 6-7 mois. Ensuite, advienne que pourra, sachant que les publications chez les scientifiques sont parfois acceptées, parfois pas. Thank you.